Bienvenue à tous, je m'appelle Stéphane Adoucette, je suis kinésithérapeute et ostéopathe. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui me tient à cœur, à savoir les inhibitions motrices. Heu, Comme vous voyez, quels enjeux pour la rééducation. On verra aussi les solutions pour prendre en charge ces inhibitions motrices, et notamment je vous parlerai d'une méthode que j'utilise, à savoir la méthode Aliane. Quel est le point commun qu'il peut y avoir, quand mon patient, présente des difficultés, voire, une impossibilité à monter, et descendre des escaliers, n'arrive pas à gagner de la force dans sa rééducation, de ligamentoplastie, a une gêne douloureuse qui perdure ou présente un schéma dysfonctionnel, par exemple d'élévation du bras, présente des tendinopathies, récalcitrantes, heu, peut présenter une forte appréhension à la reprise ou se sent toujours instable sur sa cheville, eh bien, ça pourrait être le cas d'une inhibition motrice. Alors, à quoi ça correspond une inhibition motrice? Les inhibitions motrices, telles quelles, eh bien, c'est un mécanisme adaptatif essentiel qui va permettre, d'éliminer les mouvements parasites, indispensables pour un bon ajustement de la motricité. À savoir, si le cerveau doit faire de la motricité, eh bien, il doit actionner des muscles et aussi en inhiber d'autres. L'inhibition motrice est donc un mécanisme tout à fait normal du cerveau. Le cerveau, comme l'a dit Julián de Arriagada, le désordre moteur n'est peut-être pas forcément d'origine déficitaire, mais peut provenir d'un dysfonctionnement de la réalisation motrice. À savoir que, eh bien, on peut avoir un problème, on va dire, distal au niveau de la réalisation motrice, mais aussi au niveau central. Ces inhibitions motrices, elles peuvent toucher à la fois la qualité de la contraction musculaire, dans quelque chose de très analytique, mais aussi elle peut perturber l'activation temporelle des contractions musculaires nécessaires à la bonne réalisation d'un mouvement, donc quelque chose de plus fonctionnel. Dans le cas d'inhibition motrice, eh bien, cet enchaînement va devenir dysfonctionnel, et donc le nouveau mouvement créé sera adaptatif avec de possibles répercussions, à savoir des pathologies, par exemple, additionnelles. Un bon exemple pour bien comprendre ce mécanisme, si par exemple vous faites mal au niveau du membre inférieur droit, que va faire votre cerveau? Il va avoir tendance à vous mettre plutôt sur le membre inférieur gauche. Ce mécanisme de défense, qui est naturel au départ, s'il perdure, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le membre inférieur gauche risque de devenir sensible, douloureux, et du coup avoir des pathologies additionnelles. Voilà un type de mécanisme de défense que peut mettre en place le, euh, le cerveau. Donc pour bien comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe, voici un schéma de la commande motrice. Vous voyez qu'en bas à gauche, on a, quand on veut réaliser un mouvement, eh bien, des afférences, à la fois, extéroceptives et proprioceptives, qui vont, monter au cerveau, dans la partie, du cortex, qu'on appelle le cortex pariétal, qui va être l'endroit où on va recueillir un petit peu toutes les données qui arrivent du corps, et ensuite elles vont partir dans une, partie qui va, être plus responsable de l'analyse de tout ça, à savoir le cortex préfrontal et frontal, et ensuite arriver à des structures qu'on appelle le ganglion de la base et le thalamus, qui sont, si vous voulez, responsables de l'élaboration d'un brouillon pour la réalisation motrice. À ce niveau-là, eh bien, il y a une validation du mouvement que l'on veut réaliser, et vous le voyez, après, ça part dans des structures à droite qui sont responsables de l'élaboration du mouvement, à savoir l'aire motrice supplémentaire, les aires prémotrices, le cervelet. Ensuite, ça passe au cortex moteur primaire et au tronc cérébral, à la moelle épinière, pour finir vers les motoneurones de la zone concernée de la réalisation du mouvement. Donc là, on le voit, il peut y avoir deux endroits où on peut avoir des dysfonctions, à savoir que, eh bien, en bas à gauche, pardon, toutes ces afférences, à la fois extéroceptives et proprioceptives, eh bien, il peut y avoir des dysfonctions à ce niveau-là, douleurs, atteintes traumatiques, etc., qui fait que les infos qui montent
au niveau, du cerveau ne sont pas optimales et forcément, si on a des, infos pas optimales, le mouvement que va faire le cerveau eh bien, ne sera pas, celui, le plus optimal possible. Donc, on va avoir cette problématique-là. Deuxième endroit où on peut avoir une problématique, c'est plutôt au niveau, central, au niveau des ganglions de la base et du thalamus, où, le cerveau, de lui-même, peut dire: «Moi, je ne fais pas» ou «Je fais différemment». Voilà. Donc, là, on va avoir, une inhibition, motrice plutôt d'origine centrale. Donc, si on reprend, il y a 2 visions, de ces, inhibitions motrices. Soit une vision distale, c'est-à-dire qu'on va avoir une modification des informations qui remontent vers le cerveau, eh bien, on va avoir une réduction, de l'excitabilité des motoneurones qui vont empêcher les voies, supraspinales d'activer pleinement le muscle. Donc vraiment quelque chose de vraiment analytique. Ou alors, donc on parlera aussi d'inhibition motrice d'origine plutôt périphérique. Soit une vision proximale, c'est vraiment au niveau du cortex moteur et des voies descendantes, où, eh bien, il y a une inhibition, de la part de ce cortex et donc on aura, vraiment une inhibition motrice d'origine centrale. La peur, l'appréhension, la douleur peuvent faire le lit de ce genre d'inhibition motrice et tout ça, bah, ça va avoir des conséquences dans notre prise en charge, au niveau de la rééducation, fonctionnelle de nos patients. Donc ça peut survenir suite à un traumatisme, ça peut survenir aussi, c'est le même principe suite à un acte, chirurgical. Tout ça, ça va amener des freins à la rééducation et des schémas, compensatoires, qui peuvent impacter et donc doivent être traités, vraiment, dès le départ pour pouvoir, poursuivre une bonne rééducation. Parce que voilà, je vous ai résumé sur ce tableau un petit peu le type de conséquences que l'on peut avoir. On peut avoir une atrophie musculaire qui perdure. On peut avoir aussi une baisse de la contraction, maximale, volontaire. On peut avoir une gêne dans la stabilité de l'articulation. Le meilleur exemple, par exemple, c'est au niveau de la cheville, suite par exemple à un trauma, une entorse, et cetera. Eh bien, les patients vont avoir la cheville qui dégonfle, ils récupèrent de la mobilité, mais ils vont toujours dire que, eh bien, ils se sentent, instables et que ça ne passe pas. On va avoir aussi des retards de rééducation. Le patient, on a l'impression qu'il plafonne à un moment donné, ça n'évolue pas comme ça devrait et tout en fait, tout ça est dû à ces inhibitions motrices et comme je vous l'ai dit auparavant, on peut avoir aussi une perturbation du schéma moteur. On va avoir un schéma moteur, dysfonctionnel et on va avoir du mal à retrouver le schéma moteur initial. Et puis c'est aussi des patients qui vont nous dire, voilà, quand j'essaye de faire ce mouvement-là, j'ai une douleur, mais c'est plutôt une douleur à type de gêne, donc plutôt quelque chose de mécanique et pas quelque chose de forcément très aigu. Voilà, tout ça, donc si on est en face de ça, vous voyez que ça forme une espèce de tableau clinique, heu, des inhibitions motrices, il faut que ça allume une petite, ampoule, dans votre cerveau et de se dire: «Voilà, il faut que je mette en place quelque chose pour traiter, cette inhibition motrice». Donc justement pour essayer de traiter ça, beh, il faut pouvoir, bien le diagnostiquer, ces inhibitions motrices. Donc le diagnostic, heu, il est basé sur, voilà 3 points. Il faut d'abord réaliser un diagnostic différentiel, heu, au préalable. Donc ça passe par une bonne anamnèse, demander au patient, depuis quand il a ça, comment c'est survenu, quelle est sa sensation, sur cette, inhibition, voilà. Il y a des patients qui vont très bien le décrire, il y en a d'autres, il va falloir aller chercher un petit peu, plus profondément, donc bien questionner vos patients sur sa problématique. Et ensuite, le diagnostic, eh bien, il est basé sur un testing musculaire, on va dire classique, comme vous avez pu apprendre dans vos études, mais on va rajouter, et ça c'est important, tout ce qui est sensation proprioceptive. Donc, pour refaire ce diagnostic, vous voyez, on peut, procéder avec un testing musculaire assez classique, vous le voyez sur le tableau, avec, 0, aucune évidence de contraction, 1, une contraction minime et mais pas de possibilité de le faire contre la pesanteur. 2, une amplitude pardon, complète du mouvement, sans pesanteur. 3, contre pesanteur. 4, avec une résistance partielle
et 5 une résistance normale, un muscle normal. Donc si on prend, par exemple, je t'ai mis 2 exemples, un membre supérieur, un membre inférieur. Si on veut tester par exemple le deltoïde, comme vous le voyez, sur l'image, on donc le deltoïde, 3 parties, antérieur, moyen, heu, postérieur. Et bien, on va, se positionner, sur le côté du patient. On demande au patient de lever le bras. On place une main sur la face externe du coude, l'autre au niveau, du gap de l'épaule pour contrôler, l'articulation. Et le patient, alors 2 possibilités, soit il peut effectivement écarter le bras contre résistance, donc là, c'est le patient qui va faire le mouvement, ou alors nous, on peut faire, l'inverse, c'est-à-dire qu'on va, appliquer une pression au niveau de la face externe du coude et demander au patient de résister. Le principe, c'est que le patient doit se focaliser sur ses sensations et vous décrire ce qu'il sent. Donc, ça peut être, voilà, il peut forcément y avoir une douleur, une gêne, mais il faut essayer de vraiment se focaliser plutôt sur des sensations proprioceptives, en l'occurrence de contraction, où est-ce que je sens que ça se contracte. Bien sûr, c'est un test, bilatéral, qu'est-ce que, vous sentez par rapport à l'autre côté? Donc il faut toujours commencer par le côté sain et après le faire, côté, pathologique, et que le patient décrive ses différences. Et déjà, si le patient de toute façon, décrit une différence, heu, comme, comme on peut avoir, à savoir, c'est pas pareil, et bien, on est, quasiment sur le diagnostic des inhibitions motrices, c'est-à-dire que, le cerveau a du mal à actionner cette partie, à inhiber un muscle, à l'occurrence là le deltoïde. Donc le patient va vous décrire, hein: «Je sens que ça se contracte là, côté sein», et de l'autre côté, soit il sent rien, on peut avoir une inhibition motrice totale, soit il sent une partie, une inhibition motrice partielle. Voilà, donc tout ça, ça fait le diagnostic des inhibitions, motrices. Sur le membre inférieur, par exemple, sur le quadriceps, eh bien, on peut faire un test en décubitus. On demande au patient de lever la jambe, à peu près à 45°, et on cherche, vraiment la capacité du quadriceps à verrouiller le genou. Alors même principe, hein, on peut soit appuyer, sur le tibia, soit demander au patient de lever la jambe et de nous décrire qu'est-ce qu'il sent, à quel endroit, quelle peut être la différence entre la droite et la gauche. Et donc le patient, classiquement, il va dire, «Je sens que ça se contracte, plutôt face externe, mais pas interne», alors que l'autre côté, c'est vraiment global. Voilà, tout ça montre qu'il y a une inhibition motrice, et c'est souvent le vaste médial oblique qui pose problème dans le verrouillage du genou, comme on peut l'avoir sur, post-ligamentoplastique genou. Donc là, voilà, ça, on peut faire ça. Après, bien sûr, on peut faire aussi, la même chose, en version assise, et demander au patient de, soit faire un test statique, tendre la jambe, résister, ou alors pousser, plutôt un versant concentrique, ou alors aussi, moi je vais pousser, vous me résistez, mais vous me laissez gagner, pour un versant excentrique. Le principe, je le redis, est toujours le même. On fait faire le mouvement et la contraction au patient, et tout de suite, sans induire quoi que ce soit, on lui demande qu'est-ce qu'il sent à quel endroit. Voilà, et c'est ce versant proprioceptif qui, va, nous aiguiller vers le diagnostic d'inhibition motrice, parce que comme vous l'avez vu, quand on a un trauma ou quand on a de la chirurgie, tout ce pool qui remonte vers le cerveau, eh bien, elle a tendance à disparaître, et ça fait le lit d'une inhibition, motrice. Donc, on peut aussi, faire une version dynamique, hein, bien sûr, plutôt quelque chose de fonctionnel. On peut demander, par exemple, pour le quadriceps, de soit faire un squat unipodal ou un saut unipodal, pour voir pareil, dans un versant, fonctionnel, quelle peut être la sensation par rapport, au côté sain, et ça va nous permettre de travailler, de proposer, un traitement. Donc ce traitement, qu'est-ce que, il existe dans la littérature? Bien vous avez, les plateformes vibrantes et oscillantes qu'on a connues, dans les années, 2000, 2000-2010, heu, qui, proposaient un petit peu, monts et merveilles, mais, sur le renforcement musculaire. Alors on s'est aperçu que ça avait pas d'effet sur le renforcement, musculaire, mais plus sur l'amélioration de la qualité, d'activation, du quadriceps. La cryothérapie, est intéressante parce qu'elle va avoir déjà tendance
en local à diminuer, tout ce qui est, mauvaises afférences, à savoir le gonflement, la douleur, l'inflammation. Donc ça, quand on est notamment post-chirurgie, c'est important, la mise en place de cette cryothérapie. Ensuite, c'est une diminution qui est assez temporaire, hein, d'inhibition motrice. La fenêtre est à peu près d'1 heure, pour une meilleure activation, musculaire. Donc, des fois, ça peut être compliqué à mettre en place dans la prise en charge de ces inhibitions motrices. L'électrostimulation telle qu'on la connaît, malheureusement, elle est efficace que sur une courte durée. Les bénéfices sont perdus 30 minutes, après l'arrêt du traitement. Par contre, quelque chose qui est très intéressant, c'est le biofeedback qui permet, à la fois l'amélioration de la puissance motrice, comme l'a montré, Gabler en 2013, la récupération fonctionnelle, la récupération de la marche. Donc, c'est un outil, intéressant, surtout que maintenant ils sont couplés pardon, aussi à des électromyogrammes de surface. Donc vous pouvez avoir à la fois une partie diagnostique et une partie, rééducative. Il y a aussi, je vous ai pas mis, mais parce que, pour l'instant, on n'a pas encore, forcément, trop de retours, dans la littérature, mais il y a des choses qui semblent intéressantes, à savoir, le dry needling, mais aussi, le BFR. Voilà, on va attendre un petit peu d'avoir un petit peu plus de retours pour, confirmer leur intérêt dans la prise en charge de tous ces inhibitions, motrices. Et donc moi, je voulais parler, aujourd'hui, de ce qu'on appelle, la reprogrammation, neuromotrice. La reprogrammation neuromotrice, hein, c'est vraiment quelque chose de global. Il s'agit de tout procédé qui permet, à la fois de travailler soit, sur, retrouver un automatisme moteur qui aurait disparu, soit, modifier, un schéma moteur, dysfonctionnel. C'est-à-dire que le patient a quelque chose, il arrive à faire quelque chose, mais il a quelque chose de complètement dysfonctionnel et donc il va falloir le corriger. Soit j'ai un automatisme moteur qui est bon, mais je veux le rendre le plus optimal possible et là, on est plus sur, de l'optimisation, de la performance, la gestuelle sportive et cetera. Et donc, cette méthode, elle est destinée à faciliter, à la fois la rééducation. Moi, souvent, ce que je dis à mes patients, moi, je ne suis pas là pour me substituer à qui que ce soit. Je suis là pour vous aider à franchir un palier, donc et donc de travailler, modifier, faire acquérir un geste, à la fois de façon, le plus, durable possible et dans un deuxième temps, assez rapidement. Et donc ça, c'est basé sur un triptyque. À la fois, eh bien, le point de départ, ça va être ce diagnostic des inhibitions motrices avec un travail, vraiment très spécifique, des sensations proprioceptives. Donc on va faire un bilan, vraiment, neuromoteur, au niveau du patient avec un travail, heu, analyse, photo, vidéo, qu'est-ce qui, heu, qu'est-ce qui se passe de façon, fonctionnelle et ensuite beaucoup plus analytique. On va tester, partie par partie, pour voir quels muscles sont inhibés, voire surutilisés aussi, parce qu'on peut avoir aussi, ce phénomène-là. Et ensuite, on va, se servir, bien d'outils, pour travailler ça et en l'occurrence, on va le voir, on va se servir de plusieurs outils, à savoir l'imagerie motrice, le phénomène de crossover, tout ça, c'est des outils dont on va se servir. Et puis, il y a aussi, heu, l'utilisation de sons de basse fréquence qui est assez, on va dire, novateur et pour lequel on nous pose beaucoup de questions et j'essaierai d'y répondre, par la suite. Mais, si vous voulez, ça permet à la fois mettre le cerveau du patient dans un certain état pour pouvoir faire en sorte qu'il va, heu corriger sa motricité et que ça soit pérenne et donc on verra, par la suite comment. Donc premier temps, ces sensations proprioceptives, on en a parlé, au départ parce que, c'est ce qu'on fait aussi dans le bilan. Donc on va rechercher, toutes les inhibitions motrices qui modifient, l'exécution de ce geste, les évaluer, à la fois de façon, fonctionnelle et un peu plus précise et donc on va faire répéter au patient de manière à ce qu'il vraiment ressente, heu, ce qui se passe quand il fait, ce geste. Parce que si on veut corriger de la motricité, eh bien le premier temps, il faut que le cerveau prenne conscience que ce qu'il fait, c'est pas bon. S'il en a pas conscience, lui, il va pas chercher à corriger. Donc ce temps-là, il est essentiel
pour cette prise de conscience et puis ça va nous servir d'outil par la suite pour pouvoir, corriger. Et donc cet outil, qu'on appelle, l'imagerie motrice, grâce à cette étude, devenue assez célèbre en 2008, d'Anakawa, qui a été le premier à montrer grâce aux IRM fonctionnels, ce qui se passait, dans le cerveau, quand, à la fois on mettait un stimulus moteur ou on faisait une imagerie motrice, où on faisait réellement le mouvement. Et bien on s'est aperçu qu'entre l'imagerie motrice et le mouvement, et bien il y a, 85 des mêmes endroits qui s'allument quand on fait, cette imagerie motrice. Donc ça, c'est très intéressant parce que, eh bien, en faisant, cette imagerie motrice, eh bien, on va, si vous voulez, forcer le cerveau à aller, allumer les bonnes zones. Donc ça, c'est un outil dont on se sert. On va se servir aussi d'un deuxième outil, qu'on appelle le crossover, c'est-à-dire que le cerveau, il est capable de transposer les sensations d'un côté vers l'autre, de se dire: «De ce côté-là, c'est comme ça. Ah, de l'autre côté, c'est pas pareil, eh ben, je vais faire pareil». Donc ces outils-là permettent de corriger, cette motricité. Donc parce qu'il y a une vraie équivalence, neurofonctionnelle entre, l'imagerie et l'exécution réelle, à la fois, sur, vous le verrez, des, activations, de toutes ces connexions, neuronales pour pouvoir réaliser, mais aussi, ça avait été montré notamment, beaucoup par, le professeur Aymeric Guillot, il y a une certaine synchronisation au niveau, moteur, et ça permet de travailler, hors action, c'est-à-dire que le patient peut s'imaginer en train de faire le mouvement, mais sans douleur, de façon, optimale et cetera. Et enfin, donc ces fameux, sons de basse fréquence, heu, qui va nous permettre, à la fois, sur un premier type de son qu'on appelle son pulsé, de mettre le cerveau du patient dans un certain état qu'on appelle l'hypovigilance. Alors ça semble paradoxal, de ce terme-là, mais en fait, c'est une hypovigilance du monde extérieur. C'est-à-dire que le cerveau va se mettre dans un état où il est concentré sur une tâche et du coup détaché du monde extérieur. Souvent, je prends comme exemple, je suis en train de conduire, je suis en train de penser à quelque chose, je m'aperçois que la route a défilé et que j'étais pas forcément attentif. Bah ça, c'est, cet état d'hypovigilance. Les études montrent que dans cet état-là, eh bien le cerveau va retenir plus de données que, dans un état, on va dire, normal. Et ensuite, il y a un deuxième son, vous pouvez le voir, sur l'image, que l'on va actionner avec une petite, manette, Bluetooth. Ce son qu'on appelle son associé ou son d'ancrage des fois aussi, ben, c'est un son qui est choisi par le patient et dont on va se servir comme, ce qu'on appelle d'engramme. C'est-à-dire que pour retenir une donnée, le cerveau souvent il va l'associer à quelque chose, ça peut être un stimulus, auditif, visuel, olfactif et cetera. Et on l'actionne à chaque fois pour que le cerveau du patient se dise: «Ah bah tiens, ça c'est intéressant pour moi et bien, je vais le retenir». Et en fait, c'est la combinaison de tout ça qui va faire que, eh bien, la correction de la motricité va être, pérenne et durable, dans le temps. Il y a des limites à ce genre de séance. 1 limite, bien sûr, ça s'adresse surtout aux patients, on va dire, neurologique. Il faut que la capacité, cognitive ne soit pas trop dégradée. Il faut que le patient soit à la fois capable de comprendre les consignes et aussi de les verbaliser. Il ne faut pas d'atteinte mécanique dans le sens, il ne faut pas qu'il y ait de rupture de continuité dans le schéma qu'on a vu auparavant. Il ne faut pas qu'il y ait une section de nerfs, section de moelle, section de muscle. Forcément là, eh bien, l'information ne passe plus du tout et donc on ne peut pas faire ce genre de séance sur ce type d'atteinte, donc il faut en être sûr et c'est pour ça que le diagnostic différentiel au préalable est important. Et dernier point dont je voulais parler, c'est l'hyperalgie, c'est-à-dire la douleur. Donc elle n'est pas forcément rédhibitoire, mais il est important, de tester cette douleur, à savoir que quand on fait, cette analyse des inhibitions motrices, si le patient n'a d'autres sensations que la douleur, voilà, ça ne marchera pas. Si je fais un geste, j'ai mal, je fais ça, j'ai mal, est-ce que vous sentez quelque chose d'autre? Non, voilà. Donc ça, il faut vraiment, faire en sorte que, la douleur ne soit pas, prédominante, sinon on ne pourra pas faire ce genre de séance. Donc du coup, je vous ai mis un petit cas patient, qui est pour moi est parlant et puis,
me parle aussi à moi, parce que c'est le premier patient que j'ai vu. Voilà, c'est un patient qui venait pour, une fracture de la tête humérale. Heu, il était à 7 ans de ce trauma et vous le voyez à gauche, eh bien, il n'arrivait pas à lever le bras plus que ça, 7 ans après et après, 2 chirurgies, de la coiffe. On est d'accord que bien sûr, passivement, le patient arrivait à aller beaucoup plus loin. Donc on fait la séance et comme vous voyez, après la séance, il y a un gain en une seule séance, ce qui est, on va dire à 95 du temps le cas. On va faire une à 2 séances et bien une amélioration de 50 de, heu, de l'élévation antérieure de son bras. Alors ça peut sembler, quand on voit ça en se disant, «Ouais, c'est quand même surprenant, un peu bluffant, peut-être trop», mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas un tour de passe-passe, c'est pas de la magie, hein. C'est que, comment le cerveau, il active son bras, ça a jamais disparu, hein. Juste il l'a mis en sommeil, il a du mal à le retrouver. Donc nous, on se sert d'outils et techniques pour pouvoir le faire, mais de suite, le cerveau se dit: «Ah bah ouais, finalement, je sais faire» et il va le retrouver. Alors bien sûr, derrière, hein, ça doit être travaillé, voire optimisé. Il y aura toujours, après une séance de reprogrammation neuromotrice, besoin d'un travail rééducatif. Mais voilà, ça, c'est comme je l'ai dit, auparavant, on est là pour faire franchir un palier au patient qui n'arrive plus à faire et ce patient, bah, il va reprendre le cours de sa rééducation. Donc ça, on l'avait transposé, sur un poster présenté par une de mes collègues, Anne-Laure Chatin, sur, l'apport, d'une reprogrammation neuromotrice dans les pathologies de l'épaule, sur une case series de 14 patients, qui a montré qu'on avait un gain moyen à une séance de 34°. Depuis l'enregistrement, je voulais aussi, rajouter, 2 études qui me semblaient intéressantes à inclure à cette, proposition. La première étude a été faite, en collaboration avec, Tiffany Dos Anjos et Bertrand Sonnery-Coté, sur, la prise en charge, post-ligamentoplastie avec la méthode Aliane et vous voyez, je voulais vous montrer un petit peu, les résultats. Donc sur une seule séance, nous avons une amélioration de 45 de l'activation à l'électromyogramme de surface du vaste médial oblique, ainsi qu'une amélioration de 17,5 du SKV. Le SKV, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Scale Knee Value, donc c'est un outil intéressant, assez simple. En fait, vous pouvez demander au patient, s'il considère, son genou sain à 100 de ses capacités, pardon et à combien de pourcentage il estime, son côté opéré et donc vous voyez que là, en une séance, on a une amélioration de 17,5 de ce SKV. Et une autre étude qui me semblait intéressante aussi à vous montrer, c'était, fait par Jean-Baptiste, Colombier, un collègue, praticien Aliane aussi, sur les instabilités de cheville, chez des danseurs professionnels et vous voyez que, après une séance avec la méthode Aliane, on a une amélioration de 35,5 du side-up test ainsi que de 26 de l'activation, défibulaire. Voilà, donc ben, je vous remercie de votre attention, sur, ce sujet. Je remercie aussi, Full Physio de m'avoir, permis de faire, cette masterclass et puis, beh, peut-être que je vous dis, à très vite. Merci beaucoup.